La radio de la communauté Espace Panafricain, nous sommes aujourd'hui le dimanche. Invité de ce journal, Christian Noah, spécialiste des questions de sécurité. Nous faisons Espace Panafricain avec la situation au Burkina Faso, mise en garde et expulsion de la représentante de l'Union européenne du Burkina Faso. L'armée française sommet de quitter le territoire du Burkina dans un mois, assistant à un effritement de la zone d'influence de la force Barkhane. Nous terminerons ce journal par l'actualité en Centrafrique où le président Archange Touadéra veut briguer un troisième mandat. Quel contre-exemple? La suite de cette édition dans quelques instants, chers amis. Voilà, espace panafricain du dimanche 29 janvier 2023, invité Christian Noah Ngombe. Salut Christian. Bonjour John Lewis. Voilà, une Afrique qui bouge. Voilà, une Afrique qui bouge et qui a bougé en 2022 au rythme des coups d'État. Des coups d'État, dirait-on, salutaires, Christian, mais on voit que les chefs d'État se débrouillent. Tant mieux hein, pour ceux qui se disent panafricains ou encore révolutionnaires. Tout cela concourt à la recherche des solutions pour la stabilité de l'Afrique. Annoncé donc le mois prochain certainement une réunion des chefs d'État dans ce sens. Alors aujourd'hui nous allons aborder les questions que je venais d'évoquer dans l'introduction de ce journal, dans les titres bien sûr, avec le Centrafrique, le Burkina Faso et donc les rebondissements sur la présence de l'armée française en Afrique, qui est une présence qui est contestée et considérée comme l'un des obstacles majeurs dans la révolution africaine en cours. Une fois de plus, bienvenue chers amis à cette édition du journal La Communauté, non, de Espace Panafricain du dimanche. Voilà, c'est un programme qui revient, Christian, qui n'est pas neuf, mais qui nous revient pour aborder les questions purement africaines. Alors, nous allons ouvrir ce que vous avez l'habitude d'appeler le classeur. Voilà. Au menu, alors, Christian, on parle de la mise en garde et de l'expulsion de la représentante de l'Union européenne au Burkina Faso. C'est un défi, c'est du courage. C'est peut-être l'imitation de l'exemple malien. C'est cela? Oui, bonjour à tous. Activez la cloche de notification. La représentante de l'Union européenne expulsée au Burkina Faso, c'est un acte diplomatique, mais c'est un acte mûri et réfléchi malheureusement parce que à trop s'engager, on finit par piétiner la souveraineté des peuples. Et cette forme de révolution africaine, justement, se bat pour la souveraineté des peuples et pour respecter la charte universelle des peuples libres. La représentante de l'Union européenne expulsée au Burkina Faso s'est beaucoup trop impliquée. Elle avait des National Support Elements, donc des éléments de support nationaux, policiers et gendarmes qui étaient à ses côtés pour sa garde personnelle, mais une partie de ces éléments de support nationaux sont devenus incontrôlés et ont participé à donner des armes, à donner de la nourriture, à équiper ce que eux ils appellent djihadistes. Djihad, c'est dans le cadre religieux. Ouais. Djihad, c'est combattre avec la religion pour la religion. C'est de nettoyer, de purifier la religion contre un agresseur et d'éviter que la religion sorte de son cadre originel, à ne pas confondre avec des terroristes. Terroriste, c'est pas la couleur, c'est pas la religion, c'est pas la race, c'est tout acte porté contre la sécurité de manière préméditée. Je pense qu'elle en a payé le prix et dans les quelques temps, c'est d'autres responsables aussi qui sont appelés étrangers, d'autres responsables étrangers qui sont appelés à quitter le Burkina Faso parce que déclarés comme persona non grata. Pour commencer. Alors Christian, ceci peut être qualifié d'acte de malfaiteur, complicité, voilà, dans une activité terroriste, c'est cela? Association de malfaiteurs. Association, voilà, c'est le terme que je cherchais, hein. Association de malfaiteurs.
association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Voilà. Alors, Ça ne choisit pas la couleur de peau. C'est pas parce qu'elle est européenne de nature ou bien race blanche. Non, non, non. En faisant une enquête, on reste impartial. C'est pas la religion, c'est pas la couleur de peau. Ce sont les actes qui ont été posés et qui vont contre la sécurité, contre la sûreté nationale du Burkina Faso. alors parlons-nous maintenant des relations. Doit-on croire à un refroidissement des relations Union européenne-Burkina Faso? Ça dépend des actes posés et dans le même élan, il y a l'ambassadeur Luc Alad qui Voilà, normalement voilà était qui a déclaré. été rappelé. Hein, Oui. Il a été rappelé pour consultation, c'est le langage diplomatique. C'est pour sauver les meubles, sinon que normalement, du point de vue du Burkina Faso, il était déjà déclaré comme persona non grata. Bon, pour éviter aussi un surclassement, il y a une représentante de l'Union européenne qui est expulsée. Dans le même élan, faire expulser un ambassadeur, ça serait beaucoup trop. C'est comme s'il y avait un quota. Donc, simplement rappeler pour consultation. Et du point de vue français, donc ministère des Affaires étrangères français, le Quai d'Orsay, il faudra revoir la politique africaine, soit les accords coloniaux rendus caducs, ça fait déjà 3 ans, et on compte 75 ans, donc on va à 80 ans. Je pense qu'il était temps de changer le logiciel pour aller vers des meilleures relations entre la France et ses anciennes colonies. Sinon, il y a ce qu'on appelle le sentiment anti-français qui malheureusement pousse à la faute, pousse à l'expulsion pure et simple de la France hors de toute l'Afrique. alors, Stay away from African affairs. right. Est-ce qu'on peut dire que tous ces actes posés par le président, comme on l'appelle, Ibrahim Traoré, sont des actes isolés ou inscrits dans un agenda et qui a pour terme de faire un nettoyage systématique de ce qu'on peut appeler des vestiges de la France même au Burkina Faso? Le capitaine Ibrahim Traoré est donc président de la transition du Burkina Faso. Dans les textes bibliques, c'est ouvrier de la 11e heure. Donc, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers pour cueillir la moisson. Il a quelques traces du sankarisme. Le sankarisme, donc, cette doctrine fondamentale basée sur les actes et la vie de Thomas Sankara. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'est-ce qu'il aurait aimé faire de son vivant, qu'il n'a pas pu faire parce que, justement, a été assassiné. Et le sankarisme va là dans une recombinaison de redonner au peuple la souveraineté, de fêter une souveraineté retrouvée. Comme on dit, oh non, ils sont pauvres. Bon, oui, mais ils sont pauvres. Laissez-les dans leur pauvreté, être pauvres dans la dignité, que vivre dans un château là où on pleure, avoir matériellement beaucoup de choses, mais n'étant pas libre de ces mouvements, n'ayant pas retrouvé la souveraineté nationale. Pour preuve même, la fête nationale, la fête d'indépendance n'a pas été célébrée comme auparavant en grande pompe. Se concentrer sur les malades, se concentrer sur le territoire qui est fragile avec des attaques terroristes sporadiques, se concentrer dans un élan de souveraineté, de solidarité. Ceux qui ont un peu plus de moyens matériels et financiers pensent aux autres et les citoyens, un ordre citoyen. Donc, il n'y aura jamais un policier derrière chaque citoyen. Nous comptons sur votre bonne foi, nous comptons sur le bon sens que chaque citoyen œuvre là. Chaque citoyen burkinabé est un agent de sécurité. Voilà, simple, pour faire simple. Nous sommes là au retour retour au sankarisme pur que l'a été Monsieur Damiba. Hein. Beaucoup plus que Paul-Henri Damiba, stratège diplômé de la Sorbonne et école de guerre et de stratégie de défense, mais sur le terrain, commencer à simplement tout donner à l'impérialisme. Souvenez-vous de Hissène Habré aussi, pour ne pas être trop long. Lorsque tu donnes à l'impérialisme, pense au peuple qui n'a rien à manger. Il a été renversé par un de ses fidèles lieutenants, Idriss Déby Itno, après 23 ans de bons et loyaux services, et défait par les mêmes personnes qui l'ont installé au pouvoir. Ça reste malheureusement un engrenage de France-Afrique, en espérant sortir la tête haute et en espérant sortir vivant de là. Voilà, Christian, avant de passer au second morceau de ce journal, vous parliez en termes de langage diplomatique,
lorsqu'il s'est agi de rappeler l'ambassadeur français au Burkina Faso en France. Qu'est-ce à dire pour les profanes qui ne comprennent pas le langage diplomatique? Pour les profanes qui ne comprennent pas le langage diplomatique, le coup d'État de Paul-Henri Damiba pour renverser Roch-Marc Christian Kaboré, il y avait un coup d'État dans le coup d'État. En tant que stratège militaire, stratégie de défense, diplômé de l'école de guerre Sorbonne en France, Paul-Henri Damiba, dans son livre Trois frontières, il annonce en fait que trois frontières, donc Bénin, Burkina Faso, côté Mali, une zone tampon, une zone fragile, là où malheureusement les intérêts occidentaux, les intérêts français vont se solidifier en OPEX, opération militaire extérieure. Et lui, son rôle de renverser Rochemar Christian Kaboré, c'est lui qui devait apporter la paix. Mais très vite, il donne trop aux Occidentaux. Il ne respecte pas la loi Hissène-Habré, on va le dire comme ça. Tu donnes un peu aux Occidentaux, donne un peu à ton propre peuple. Lorsqu'il est renversé à son tour par capitaine Ibrahim Traoré, il y a eu encore un coup d'État dans le coup d'État. Pendant que les éléments en armes du capitaine Traoré progressaient rapidement vers les lieux de pouvoir, progressaient rapidement pour isoler et d'obliger Paul-Henri Damiba à fuir le territoire, il y avait présence de militaires étrangers, notamment français, et cette disposition de loi, lorsque le pays est fragile et incertain, même un pays d'accueil, lorsqu'il y a des coups de feu sporadiques, le niveau de sécurité est passé au niveau 5, port, aéroport fermé, frontières fermées, coups de feu sporadiques, la sécurité n'est plus maîtrisée. À ce moment, l'ambassadeur de France devient le chef de l'État français. Voilà, c'est une transformation même de l'homme. Il porte là la responsabilité du chef de l'État français. Il prend des troupes militaires à l'ambassade, il les engage sur un front. À ce moment, les coups de feu sont tellement trop forts et eux, ils n'ont pas pu avoir la première ligne de front. Ils se replient dans l'ambassade de France du Burkina Faso. Il fait silence. Le capitaine Traoré prend le pouvoir et il a respecté cette deuxième loi de sortir, d'être engagé et de se replier à temps. Il est dans son ambassade, il est protégé par l'article 22, Convention internationale sur la protection des locaux, des ambassades, des lieux diplomatiques, jusqu'à ce qu'il soit déclaré comme persona non grata. Et pour la forme, le Quai d'Orsay, donc ministère des Affaires étrangères en France, va le rappeler pour consultation pour effacer la honte qu'il était déjà déclaré comme non grata, puisqu'il n'avait pas hésité d'engager des militaires voilà, sur le territoire burkinabé en plein coup d'État, un coup d'État dans le coup d'État qui malheureusement a échoué. La radio de la communauté, dans quelques instants, la suite de ce journal, l'invité de ce journal, Christian Noah Gombe, spécialiste des questions de sécurité. Nous parlons du Burkina Faso, notamment avec le rappel de l'ambassadeur des USA, non, pas des USA, j'allais dire, le rappel de l'ambassadeur Christian français au Burkina Faso. Maintenant, Christian, nous allons aborder la deuxième partie sur parce que là, nous étions sur le volet diplomatique. Dans quelques instants, nous abordons le volet militaire de cette transition, j'allais dire, au Burkina Faso. Les troupes françaises sommées de quitter le pays dans un mois, une décision somme toute courageuse pour le président Ibrahim Traoré, mais il y a plus, il y a aussi un autre problème, celui de l'effritement de l'espace militaire qu'occupe la mission, comme on veut l'appeler, Barkhane, là-bas en Afrique de l'Ouest. C'est à vous, vous avez donc ces deux volets à aborder. Barkhane, Sabre, Takuba, les différentes missions avaient pour
au sein du G5 Sahel, donc des missions militaires, opérations extérieures françaises en vue de sécurisation et de lutte contre le terrorisme, mais les résultats ne sont pas bons. Après plus de 10 ans, il y a une recombinaison. S'ils quittent un territoire envers un autre territoire, cette fois-ci, ils seront basés au Niger et possible en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, le 25 janvier 2023, reçu en grande pompe à l'Élysée. Qu'est-ce qu'il se dit? Circuler, il n'y a rien à voir, rien à filtrer, mais les peuples africains sont vigilants, comme avait été le convoi dit de la mort, c'est-à-dire que logistique militaire française qui serait redéployée du Mali en traversant le Burkina Faso vers un autre territoire d'accueil. La population à main nue a dit que non, nous ne sommes pas informés. Paul-Henri Damiba, stratège militaire, diplômé d'école de guerre, diplômé de la Sorbonne en France, n'informe pas son ministère de la Défense de passer simplement au journal de 20 heures. Chère population, restez chez vous. Vous ne soyez pas concernés. Nous avons un déplacement logistique, point. À la barre, les populations, voyons, de la logistique militaire, sont sorties envers ces militaires qui ont tiré sur des populations à main nue. Étant vigilants, ils sont avertis. Le Niger accepte de les recevoir. C'est le problème du Niger, souveraineté nationale. Mais un Niger pauvre, appauvri, l'uranium qui sort en cascade, des milliards d'euros, milliards de dollars américains d'uranium, qui éclaire la France, première puissance consommatrice de l'énergie nucléaire. Il n'y a pas de contrepartie, sinon que Niamey, le Niger, serait plus que Abu Dhabi, serait plus que Doha au Qatar. Les enfants n'ont même pas de babouche, n'ont même pas de sandales et très mal éclairés. Donc, pour être bref, Paul-Henri Damiba, normalement condamné pour haute trahison. Là où il est en exil politique au Togo, ça n'empêche pas qu'on le poursuive. Blaise Compaoré, pareil. Tous les différents présidents qui se sont succédés, malheureusement, n'entraient pas dans la case du sans-charisme qui est désormais incarné par capitaine Ibrahim Traoré. Traoré, voilà, on dit même que en l'espace de, je crois, de 10 jours, hein, ils ont réalisé ce que cette force n'a pu faire pendant plusieurs années en libérant près de 66 femmes. Exactement, l'information est vraie. Oui, l'information est vraie. Elles ont, les 66 femmes ont été kidnappées d'une ville à une autre. Il y a un déplacement de plus de 50 km. Il y a un déplacement de plus de 100 km. Une mission, le président lui-même prend la paternité de retrouver ses otages. Une mission est engagée. Le travail est fait. Et je m'appuie là sur les travaux du docteur Vicler Mabiala, docteur en sciences politiques, dans sa chaîne privée de politique et spiritualité africaine. Et voilà, donc les résultats sont là, c'est ce que le peuple veut. Et là, qu'est-ce qu'on dira? On dirait que c'est la Russie. C'est pas la Russie. Le rôle de la Russie actuelle, c'est un rôle de coopération militaire, c'est un rôle de coopération de défense. Les opérations extérieures françaises, militaires français, sont sommés de quitter le territoire du Burkina Faso. Il y a déjà eu des faits similaires au Mali, en demandant aux derniers soldats français de pouvoir quitter le territoire. Il y a déjà eu des faits similaires en République centrafricaine, mais toutefois, on a peur des représailles. Ils quittent le territoire, il y a Alassane Ouattara qui se porte volontaire que de se préparer à l'extérieur et de venir porter atteinte contre la sécurité et du Mali. Le problème n'est pas fini, et du Burkina Faso. Alors, je disais donc que les Français, une fois partis, ne laisseront-ils pas derrière eux un dispositif qui ferait que le Burkina Faso soit déstabilisé davantage? Le Burkina a-t-il par devers lui un dispositif de défense, de sécurité qui lui permette de rassurer aux populations, rassurer son territoire d'une éventuelle attaque ou perturbation de cette force ou des Français? Nous ne craignons que la violence, et la violence appelle la violence. Ça nous ramène dans l'histoire, le patriarche. J'allais dire, pourront-ils recourir, justement, le Burkina Faso doit-il recourir, par exemple, à la Russie pour avoir la garantie qu'il ne sera plus déstabilisé ou ne connaîtra plus une perturbation politique à terme?
pas directement la Russie. La Russie, le travail, c'est un travail de coopération de défense, c'est un travail de coopération militaire et d'instruction. Il y a des puissances militaires comme l'Iran, il y a la Turquie aujourd'hui, il y a des consultants même chinois, pourquoi pas? Tant que ça va dans le sens de stabilisation et de pacification du territoire. La pacification, ce serait de maîtriser l'ensemble du territoire et de pouvoir y appliquer l'administration du pouvoir, l'administration du territoire. L'administration du territoire, ça sera maintenant le ministère de l'Intérieur, et le ministère de l'Intérieur est le chef de la police, et la police, GI, gestion de la cité. Donc, le volet militaire est tel que nous ne craignons que des représailles. Le Mali paiera très cher cette manière-là d'avoir montré aux yeux de tout le monde l'échec des missions militaires et des opérations extérieures françaises ayant défait le travail qui a été fait. Ça, c'est de la part de Assimi Goïta. Le capitaine Ibrahim Traoré vient faire dans le même élan de défaire les plans, puisque ce n'était pas prévu. Je ne rentrerai pas dans l'économie politique, puisque l'or du Mali était pillé et l'or du Burkina Faso est pillé. La France, qui ne produit pas d'or, a des réserves en or suffisamment que même le pays producteur n'en a pas, avec des différents no man's land. Il y a des territoires dans le territoire, là où un Burkinabé n'a pas accès et qui est le point de départ des cargos militaires français directement. On a vu copier-coller au Mali, Gao, Mopti et différentes villes, etc. Zone des trois frontières, nous ne craignons que ce que eux ils appellent djihadistes, donc terroristes, viennent déstabiliser le nord du Bénin. Le nord du Bénin qui a déjà été sacrifié. Patrice Talon a offert sur un plateau doré à la France de contrôler l'ensemble du ciel béninois, de l'espace aérien et de la cartographie, de l'exploitation de navigation aérienne, ATM, Airport Traffic Management, zone manœuvre, zone terminale, etc. Bon, c'est son pays. Est-ce qu'il l'a fait en décidant avec les parlementaires béninois dans une zone d'Afrique de l'Ouest qui est déjà fragile, avec des représailles? Il y a eu des attaques terroristes sporadiques, il y a eu des représailles, et je pense que là, maintenant, nous nous intéressons au volet 2, peut-être, en ce qui concerne l'Afrique centrale, donc République centrafricaine. Eh bien, voilà, nous allons donc parler de quel avenir sécuritaire en Afrique centrale avec Monsieur Touadéra, justement, qui veut avoir un troisième mandat. Ce sera la suite de cette édition de Espace panafricain, que vous aurez désormais toutes les 2 semaines, le lundi, notamment le lundi, sur cette antenne. Non, tous les dimanches, hein, j'ai dit, hein, Christian. Tous les dimanches, voilà, tous les dimanches, hein, de chaque mois, les 2 dimanches de chaque mois, avec Christian Ouagombe, Albert Lombo, Georges Tiba et moi-même, Dean Lewis, sur ce plateau. La suite de cette émission dans quelques instants seulement, chers amis. Voilà, nous parlons maintenant, chers auditeurs, de la situation sécuritaire en Centrafrique, là-bas où M. Touadéra veut faire le troisième mandat, donc se comporter en dictateur. C'est ce que nous ne voulons plus qu'on conseille, on déconseille ceci au chef d'État, mais curieusement, Christian, vous voyez que il y a plutôt M. Touadéra qui croit qu'il peut se taper un troisième mandat. Quelles sont donc pour vous les conséquences d'une telle attitude? Les conséquences d'un troisième mandat au forceps, puisque un juge constitutionnel a répondu en septembre, aller vers un troisième mandat, c'est d'ouvrir la porte à François Bozizé, en exil au Tchad, qui se prépare avec des rebelles à l'étranger de venir bousculer le peu de stabilité retrouvé, le retour des institutions en République centrafricaine. N'oublions pas aussi de ne pas gaspiller les efforts de coopération militaire, de coopération de défense russe. La coopération de défense russe était là pour stabiliser le territoire. Et même en ce moment, premier mandat du président Archange Touadéra, deuxième mandat, il dirige au moment qu'il ne maîtrise pas l'ensemble du territoire. Les institutions sont fragiles, le territoire est fragile, la sécurité est fragile, tentative de coup d'État par des mercenaires français, Yohan Kignolo, qui est en fuite même en ce moment.
Voilà, il y a eu plusieurs fois à la frontière du Cameroun des insurgés camerounais qui rentrent en Centrafrique, qui prennent armes sur le territoire centrafricain, qui se dirigent vers la capitale. N'eût été la partie camerounaise qui a renseigné la partie centrafricaine et que fait attention, il y a des troupes qui sont déjà en direction de Bangui. À ce moment, question de souveraineté nationale, c'est le ministère de la Défense de la République centrafricaine qui s'appuie sur les instructeurs russes, mais qui ne seront pas là en première ligne, qui seront là en seconde ligne de donner des instructions, comment faire, comment se défaire de ce genre d'attaque. De ce genre d'attaque. Donc, c'est au pluriel. Pour ne pas dire une attaque chaque mois, une attaque tous les 3 mois. Christian, revenons un peu sur l'attitude de M. Touadéra. Qu'est-ce qui fait qu'il s'accroche au pouvoir? Que redoute-t-il? C'est pour dire que c'est lui l'homme de la situation, malheureusement, en risquant de contourner l'ordonnance donnée par le juge constitutionnel. La constitutionnalité du droit en République centrafricaine ne lui permet pas de faire un troisième mandat. Il en est conscient. Donc lui-même, il va superviser la prochaine élection présidentielle et de remettre le pouvoir de gré à la prochaine personne, au prochain candidat qui sera élu. Le bulletin dans l'urne, c'est la porte de sortie officielle, c'est la porte de sortie honorable, et lui devient un instructeur, lui devient un observateur de la vie politique de son pays, de continuer à donner les directives, de continuer à donner le bon cheminement, la bonne direction à suivre pour ce pays. N'oublions pas Bangui, capitale des BRICS, donc Brésil, Russie, China, India, South Africa, donc vers un monde multipolaire. N'oublions pas son élan de crypto-monnaie, le Bitcoin ou bien d'autres monnaies Sango pour la République centrafricaine. Il prend l'élan de sortir du franc CFA, il prend l'élan de sortir de 78 ans d'accords coloniaux, de vassalité, de soumission à l'impérialisme qui esclavagise la République centrafricaine. N'oublions pas, République centrafricaine, le pays avec minimum 15 coups d'État, beaucoup plus que la Mauritanie avec une dizaine de coups d'État. Quel jour le citoyen centrafricain se réveille dans son pays, peut profiter des institutions, a droit au respect, a droit à la dignité, a droit à la sécurité, a droit de se promener dans Bangui et dans l'ensemble de la République centrafricaine sans être inquiété par des mercenaires étrangers. Voilà. Est-ce que M. Touadéra redoute-t-il la prise de pouvoir par un pro-français dans l'hypothèse d'une élection normale, libre, transparente? C'est-à-dire que si on venait à organiser un processus supervisé par exemple, la communauté internationale, il craint que finalement qu'un partisan de la France ne l'emporte? Oui et non. Oui, dans le sens, si lui-même il force un troisième mandat, il ouvre la porte à des manigances venues de l'étranger. La France, les puissances occidentales vont préparer un candidat. On va tout faire que ce candidat gagne. Il viendra faire le programme La volonté de la France. Non, en même temps, le pari est risqué. Il faut aller aux urnes pour que lui, il reste dans l'ordre constitutionnel. À ce moment, il prépare quelqu'un au sein de son parti. Ce n'est pas par la force, mais ce sera par la volonté du peuple. La révolte, Lucien, ou bien révolte. Là, L-A, R-E-V-O, le L est légèrement coupé. Révolution, c'est autre chose, ça peut être prémédité. La révolte, ça aura été causé parce que lui-même, président Archange Touadéra, sort de l'ordre constitutionnel alors que normalement il n'en a pas le droit. Il reste dans l'ordre constitutionnel, il prépare une prochaine élection présidentielle, il prépare quelqu'un au sein de son parti, c'est le peuple qui va décider. Si le peuple décide mal, est-ce qu'au regard de la situation actuelle, son parti est-il en mesure de remporter une élection libre? Le bulletin dans l'urne, une bonne supervision.
Non, non, Si, non, bon, il n'y a pas de 100%. je parle de l'adhésion du peuple centrafricain à ce qu'il fait aujourd'hui, hein, notamment à, au mandat actuel, aux actes posés. Vous parliez déjà euh, du cryptomanie qu'il a instauré là-bas, du Sango, hein, je crois, centrafricain et autres, Oui, de sa oui. volonté peut-être de quitter la zone franc, hein, le CFA. Est-ce que Le franc CFA, oui. tout cela ne participe pas, ne peut pas créer la confiance dans la population, notamment, du moins la partie qu'il contrôle, pour être en mesure de gagner une élection libre? La partie qui contrôle, oui, mais il faudra encore plus de communication. Que sachez que le président Touadéra ne pourra pas se représenter s'il veut vraiment respecter l'ordre constitutionnel. Maintenant, au sein du parti, on n'a peut-être pas un candidat aujourd'hui. On aura un candidat à 3 mois, à 6 mois de l'élection présidentielle par rapport à la date de l'élection présidentielle. Et si malgré cette date, il n'y a pas de glissement du scrutin, donc il n'y a pas de glissement de la date. Si la date reste fixe pour la prochaine élection présidentielle, vous parlez à la population. Quels sont les dangers de ne pas voter la personne que le candidat choisi par président sortant, Alors, Touadéra, que le pouvoir reste au sein du parti, le pour et le contre. Population, République centrafricaine, sachez que 2 mandats se terminent pendant que le président en exercice ne maîtrise même pas l'ensemble du territoire et que la coopération de défense russe ne fait pas de la magie. On ne sait pas où et quand l'ennemi arrive avec une frappe militaire. Un hélicoptère de combat, un avion de combat vient frapper un village et se replie au Tchad pour dire que le danger vient du nord. Le danger vient de la République tchadienne, mais nous ne savons pas. L'équipement, le nombre de militaires engagés, le nombre de mercenaires engagés, les mercenaires qu'on attrape sur place à Bangui sont relâchés comme ça dans la nature. Le cas de Yohan Kinyolo. Sécurité fragile. Il faut que les militaires camerounais, la défense camerounaise téléphone en urgence qu'il y a déjà des troupes en route vers Bangui. Et pour respecter le droit international, les instructeurs russes acceptent de jouer en seconde ligne et la première ligne, ce seront des jeunes militaires qui n'ont peut-être pas toute l'expérience. Mais on ne mettra pas militaires russes en première ligne, quitte à violer le droit international. Vous voyez cette difficulté? Si vous ne voulez pas retourner en esclavage, vous votez la personne le candidat qui sera présenté par président sortant, Archange Touadéra. Vous pouvez lui faire confiance. Une fois qu'il ne sera plus aux affaires, il sera un instructeur, il sera un conseiller auprès du chef de l'État. Je vous remercie. Espace panafricain de ce dimanche, dans quelques instants sera la chute. Alors avec Christian Noah Gombe, nous allons aborder la toute dernière partie de ce journal. Christian, vous parliez du fils Itno, du fils Déby. Est-ce que vous croyez que celui-là peut malencontreusement s'impliquer dans ces histoires pour faire en sorte que M. Bozizé, hein, je crois que vous disiez qu'il était au Tchad, hein, c'est cela. Bozizé Alors, Cléberge, oui. oui, pensez-vous qu'il va malencontreusement, je disais, s'impliquer dans ce processus pour permettre à Bozizé de venir faire le désordre à Bangui? L'ordre est donné par ses maîtres. Si nous avons des difficultés sur l'exécution des ordres, nous avons la certitude sur les donneurs d'ordre. Donneur d'ordre, la France, Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères. Donneur d'ordre, l'Élysée, simplement le bureau Afrique de l'Élysée. Le Tchad ayant une armée forte, mais le maréchal du Tchad, la pièce maîtresse, Idriss Déby Itno, est assassiné dans des circonstances assez floues, remplacé par son fils Kaka Idriss Déby Itno fils, aujourd'hui en contentieux avec Moussa Faki, commissionnaire sortant de l'organisation de l'unité africaine, donc l'Union africaine. Commissionnaire sortant, pourquoi? À la fin de cette année civile, normalement, après 2 mandats consécutifs, un autre commissionnaire de l'Union africaine sera là, peut-être la partie anglophone. Et si le président aussi en exercice de l'Union africaine
et du côté anglophone, c'est des questions qu'il faudra très vite revoir. Les USA, donc États-Unis d'Amérique, la partie AFRICOM, la partie coopération militaire et de défense sur le territoire africain, avec ses différents secrétaires pour des questions africaines, vont très vite aller au Tchad parce que l'hydrocarbure, c'est le pétrole bleu, c'est du gaz naturel, c'est des mines, c'est des gisements à moins de 50 mètres de profondeur. Toute entreprise qui a du matériel de forage fait forer et signe un permis feu, signe un permis d'exploration en premier temps et d'exploitation après autorisation du ministère des Mines et de l'Énergie. Bref, c'est des milliards de dollars américains sur la table. La France ne peut pas tout avoir. Ils seront obligés de faire un code de partage avec les USA, gestion et services associés, pendant que le peuple tchadien est plongé dans la très grande misère et encore sous la botte du franc CFA. Ce serait peut-être aux Américains de proposer l'utilisation du dollar américain sur le territoire du Tchad, sans bousculer le franc CFA qui, lui, dépend de la Banque de France, que les Français eux-mêmes ne veulent pas. Les billets de monnaie imprimés à Chamalières, un petit village en France et tout, qui n'en veulent pas. Moussa Faki se prépare à prendre le pouvoir avec la permission du prochain président en exercice de l'Union africaine. Sera décidé maximum le 15 février 2023 pour que 2024 ou bien dès la prochaine élection présidentielle au Tchad, pourquoi pas si Moussa Faki réussit à prendre le pouvoir. S'il ne réussit pas à prendre le pouvoir, il est en exil à l'étranger, il n'aura plus le droit de mettre les pieds au Tchad. Une intervention de Moussa Faki lui-même, il a cautionné les crimes de Idriss Déby Itno pendant minimum tout le temps qu'il était ministre des Affaires étrangères du Tchad. Il est venu chercher ses voix à Oyo, au Congo-Brazzaville. Une fois commissionnaire de l'Union africaine, il a presque tourné le dos à ceux qui l'ont installé. Il y avait même un moment là où Idriss Déby Itno, président du Tchad, président en exercice de l'Union africaine, en même temps que Moussa Faki était commissionnaire de l'Union africaine. Tout ce que les gens se sont battus pour lui, pour l'installer à l'Union africaine, et il n'est pas reconnaissant, malheureusement. Il s'attire des foudres là de fils Idriss Déby Itno. Le fils Idriss Déby Itno, voilà, va le punir sévèrement. Voilà, revenons sur quelques deux dernières interrogations sur le Centrafrique. Alors, pensez-vous que la France désormais va parier sur un processus électoral qu'elle peut manipuler pour au besoin donc être sûr d'installer un pro-français en Centrafrique? Quelle est la carte, la dernière carte qui reste aux Français, la dernière carte qui reste aux Français? La dernière carte, celle dite du mouton de Panurge. Le mouton de Panurge, c'est le religieux. Voilà, c'est le loup, loup avec une peau d'agneau. C'est en même temps, mouton de Panurge, c'est protestant contre catholique, la ville de La Rochelle en France, donc Nouvelle-Aquitaine, cardinal de Richelieu, l'autorité catholique qui avait assez d'autorité auprès du roi de France, va négocier de garder quelques protestants qui étaient menacés, maximum 300 protestants, et lui-même, le cardinal de Richelieu, va les pousser à la faute. Il leur donne rendez-vous dans un château. Ils vont monter à l'étage, un genre de une tour, et on va pousser à plus de 50 mètres de haut, on va les pousser un à un de tomber dans la fosse. Voilà, c'est des meurtres. Ceux qui sont pas morts, et c'est des coups de bâton et tout, s'assurer que tout le monde est mort. Cette neutralisation, cette extermination des chrétiens protestants sur le territoire de France, alors que l'ordre du roi de France était donné de garder minimum des gens vivants et ils continuaient le culte protestant dans leur lieu à eux, mais dans le cadre privé. Loup avec une peau d'agneau. Les Tchadiens qui n'obéissent pas à Idriss Déby Itno, fils, qui lui obéit directement au bureau Afrique de l'Élysée, sont sur la liste des gens à recevoir un coup de bâton. Comme Moussa Faki s'est prononcé d'une continuité, mais technologique, avec les ressources du Tchad,
cette fois-ci, vont profiter aux Tchadiens à condition que lui, Moussa Faki, soit le prochain président du Tchad. Il vient là déjà de, voilà, comme on dit chez les Français, une épée de Damoclès qui est déjà sur la tête de Moussa Faki. Attendons la suite. Si Idriss Déby Itno fils favorise à Bozizé d'aller frapper la République centrafricaine, en cas de représailles, c'est de demander maintenant à la France de quitter le territoire du Tchad, avec des conséquences sur le territoire tchadien, avec des conséquences à l'international. On ne pourra pas vivre d'année en année que la France soit toujours à la manœuvre dans le génocide multiple par ses opérations extérieures. Fin des opérations extérieures françaises. Tant qu'il n'y a pas un retour de sécurité sur le territoire français, l'Hexagone, pourquoi dépenser des milliards d'euros d'une fausse sécurisation pour des intérêts politiques? N'oublions pas Bob Denard, Robert Denard, le corsaire de la République, il avait toujours le feu orange, ni le feu vert, ni le feu rouge. Il avait minimum 50% de la permission pour aller faire du mal dans les pays africains. N'oublions pas les Comores, le sultan blanc, il a été baptisé aux Comores, Bob Denard, qui, dans ses multiples coups d'État, l'image de la France, les opérations extérieures de la France, les services secrets français. Je vous remercie. Alors, pour terminer, peut-on penser à un lâchage du Centrafrique par la Russie? Il n'a pas lâché, il reste là dans le respect du droit international, du droit de guerre, des conventions de guerre, à trop s'impliquer pour donner raison à la France de faire un bombardement avec un bombardier stratégique, un bombardier supersonique. N'oublions pas, l'avion Rafale français peut porter l'arme nucléaire. Je ne dis pas là qu'on va lâcher une arme nucléaire directement sur le territoire centrafrique, mais on peut faire une frappe chirurgicale. Dès qu'il a frappé, il se replie au Tchad, il atterrit calmement. Ceux qui ont frappé sont dans leur quartier en train de manger, boire un verre de vin. Et ils vont suivre à la télé plus tard comment les populations, ceux qui ont été frappés, le sang sur les mains. Le sang sur les mains, nous ne voulons pas de ça. Quel est ce ministère des Affaires étrangères qui a encore dans son agenda d'aller verser le sang humain gratuitement? Et vous ne voulez pas de représailles sur votre territoire, que le territoire de France soit sacralisé, pendant que les mêmes Français vont aller verser le sang des innocents en Afrique et ne veulent pas que les Africains se défendent. La moindre chose, on dit que c'est la Russie. Si c'est la Russie, confrontation directe cette fois-ci de la France contre la Russie, avec des conséquences sur le territoire français, la France sera livrée sur le plateau des puissances nucléaires. La puissance nucléaire la plus faible, c'est la France. Arme nucléaire de dissuasion. Arme nucléaire qui n'a pas évolué. Arme nucléaire qui n'est pas offensive. Une seule frappe, le missile Satan 2 de la Russie, vous rasez la moitié de la France. Le reste du combat continue au sol, dans une France fragilisée. Nous ne souhaitons pas la violence. Nous permettons, quand je dis le nous, l'espace panafricain, les panafricains, je cite là professeur Franklin Nyamsi ou à Cameroun ou à Africa, qui aujourd'hui est poursuivi même en France. Aujourd'hui même, il a tellement de problèmes. Qu'est-ce que lui propose? Une forme de réconciliation, de préparer le lendemain. La France ne restera pas éternellement à verser le sang des innocents. On prépare un nouveau logiciel 50-50, un code de partage diplomatique dans des nouvelles relations diplomatiques avec l'Afrique, avec le monde entier. La France qui éclairait le monde. La France avec son rôle de neutralité. La France qui était là comme une certaine locomotive dans les relations internationales est bien loin de son rôle. Je vous remercie. Voilà, nous allons donc refermer ce journal. Je vous rappelle que nous étions au numéro 3 de Espace panafricain de ce dimanche 29 janvier 2023 et nous parlions du Burkina Faso qui a fait expulser justement l'ambassadeur de la représentante, j'allais dire, de l'Union européenne. Et vous savez également que l'ambassadeur français a été rappelé pour les mêmes raisons de souveraineté du Burkina Faso. Hein. Alors donc, c'est la révolution africaine, on le constate, qui est en marche. Elle a commencé
au Mali, elle se poursuit maintenant au Burkina Faso, et peut-être ce sera le tour de X pays, hein, peut-être pourquoi pas au Congo-Brazzaville ou encore au Tchad. Voilà, c'était Christian Ouagombe. Nous parlions également du Centrafrique avec la tentative ou le désir de Monsieur Touadéra de se présenter pour un troisième mandat, ce qui est contre la constitution de son pays. Voilà, ce qui est bien regrettable, hein, parce que c'est ce que tout le monde conteste, critique, mais l'exemple de Monsieur Touadéra est un contre-exemple à la démocratie et à la révolution africaine en cours. Je vous retrouve, chers amis, là, dans 2 semaines pour un autre numéro de Espace panafricain. Était sur ce plateau donc notre ami Christian. Merci Christian d'être venu en dépit de vos occupations. Voilà, Christian vous retrouve la semaine prochaine, dans 2 semaines, pour un autre numéro de Espace panafricain. Je crois que nous parlerons de l'Afrique centrale. Je ne sais pas exactement quel pays est sur notre viseur, mais il est sûr que nous mettrons l'accent sur un pays de l'Afrique centrale. Merci et bonne fin de week-end à tout le monde. Moi, c'est Gilles Lewis, ici à la radio de la communauté africaine.